Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être en direct sur Télé Africa dans le cadre de votre émission Débat, l'édition spéciale. La dernière élection présidentielle a consacré le pic des convulsions sur les réseaux sociaux. Facebook notamment est devenu une sorte d'exécutoire. Des personnes anonymes, des personnalités politiques, des artistes sont régulièrement passés au crible et lynchés sur la place publique. Le gouvernement gabonais devrait-il légiférer sur la régulation des informations, la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux? Doit-on s'attendre à ce que le prochain code de la communication contienne des éléments probants sur la régulation de l'information sur les réseaux sociaux? On en parlera dans cette édition spéciale avec mes deux invités du soir, Pascal Nkoulou, qui est le président du Bloc démocratique populaire, et Télésphore Obam Ngomo, directeur de publication du journal Le Verbe de Ngomo. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là sur Télé Africa dans le cadre de cette émission, l'édition spéciale. Mais commençons bien sûr par cette actualité de politique internationale et ce bras d'honneur de l'Amérique profonde au reste de l'humanité. On annonçait une victoire probante de la candidate démocrate Hillary Clinton lors de cette élection présidentielle qui a eu lieu hier aux États-Unis d'Amérique. C'est finalement le truculent Donald Trump qui est le 45e président des États-Unis d'Amérique. On ne l'a pas vu venir, il a pris un contre-pied parfait. Ces institutions de sondage, la presse américaine qui s'emballait et qui portait déjà Hillary Clinton à la Maison-Blanche. Pascal Nkoulou, vous, lorsque ce matin vous êtes réveillé, vous avez allumé votre téléviseur et que vous avez vu en rouge Breaking News, Donald Trump, 45e président des États-Unis, est-ce que vous avez été surpris? Pour tout vous dire, je n'ai pas du tout été surpris. D'abord parce qu'il y a des raisons profondes. Comme vous le savez, l'Amérique, c'est certes moins de 300 ans d'histoire politique, mais c'est quand même des traditions très fortes. L'Amérique, c'est essentiellement, d'une part, sa constitution. Et tous ceux qui connaissent l'histoire américaine savent que la constitution américaine a été, pour beaucoup, plaquée sur l'Ancien Testament. Je parle de la Bible. Et à ce niveau, vous connaissez toutes les lois qu'il y a dans l'Ancien Testament qui font en sorte que la société est essentiellement une société masculine, dirigée par des hommes. Les pères fondateurs des États-Unis n'ont pas dérogé à la règle, premièrement. Ensuite, l'Amérique, c'est aussi également la force de son industrie. Il n'y a pas beaucoup de personnes, en termes de ressources féminines, qui brillent dans l'industrie américaine. Il n'y en a pas beaucoup. C'est beaucoup plus un univers dominé par des requins, je sous-entends des hommes. Et l'autre institution très forte, c'est également l'armée. Là aussi, il vous souviendra qu'il n'y a pas très longtemps, les femmes ont été admises pour être acceptées comme étant ou comme devant faire partie des unités d'élite de l'armée américaine. Ça, on a quand même vu, sans vous couper, ces dernières décennies, des femmes qui ont su marquer leur présence dans le paysage politique américain, comme Condoleezza Rice, notamment Madeleine Albright, Hillary Clinton elle-même, même si elle a été battue par Donald Trump. Donc, il y a quand même des femmes de caractère, de cran, qui ont su souvent sortir des sentiers battus. Oui, mais se faire remarquer. Je voulais justement continuer pour vous dire que les quelques femmes, ces dernières années, à la limite, la dernière décennie, ces femmes, vous aurez pu noter, M. Pambou, qu'elles ont tous exercé pratiquement dans le même ministère, celui des Affaires étrangères, parce que l'Amérique avait besoin de rompre avec cette image de gendarme du monde, de force absolue sur le plan militaire, et puis bon, d'avoir un visage beaucoup plus doux. C'est exactement, c'est essentiellement dans ce secteur-là qu'ont évolué toutes ces femmes. Je voulais rester sur le cadre de l'armée. Vous savez, le chef d'État américain est d'abord, avant tout, le chef d'état-major de l'armée la plus puissante au monde. Ça voudrait dire que, d'aventure même, il vous souviendra que la plupart des chefs d'État américains avaient comme très particulier d'être des anciens vétérans de guerre. C'est-à-dire, chacun d'entre eux était plus ou moins quelqu'un qui avait fait la guerre. Ce n'est pas du tout le profil des personnels politiques féminins américains. Et ensuite, je voudrais quand même, pour terminer, vous dire que l'Amérique ne chape pas à la tendance globale aujourd'hui au monde. Vous observerez que ce soit en Europe, que ce soit dans les pays d'Asie, ce sont les partis populaires qui ont tendance de plus en plus à être au devant de la scène politique. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez dit a toute sa raison à ce niveau,
il y a comme une rupture entre l'establishment politique et les mouvements populaires de base. Malheureusement, lorsque les instituts de sondage interrogent des gens, bon, vous vous imaginez bien, ils n'interrogent pas le monsieur dans la rue, ils appellent un foyer. Donc c'est des gens structurés qui conservent une forme de relation organique avec la vie politique, mais sans être capable de conduire les mouvements importants. Et je crois que, comme vous avez, quand on a tous suivi après les différentes analyses qui ont été faites, on vous a fait remarquer que l'Amérique profonde avait besoin de sanctionner l'establishment politique, et Trump, tout au long de sa campagne, l'a mené en dehors, je dois dire, des convenances politiques habituelles. D'ailleurs, certaines personnalités du Parti républicain ont estimé qu'ils n'avaient pas le profil requis. Or, les Américains cherchaient quelqu'un qui leur ressemble, qui était le leur, et Trump est effectivement cette personne. C'est-à-dire que Donald Trump a su mettre en relief un discours qui a touché l'Américain dans sa chair. Ses détracteurs ont dit qu'il s'est lancé dans une forme de discours populaire, mais d'autres estiment que Donald Trump a parlé aux Américains. Il a su parler aux Américains. D'abord, merci, mais il faut dire une chose, c'est que si les Américains ont choisi M. Donald Trump, certainement parce qu'il a été plus séduisant ou encore plus convaincant que Mme Hillary Clinton. Ça, c'est un fait, puisque le résultat est là. J'ai très peu suivi cette actualité-là, non pas que les questions étrangères ne m'intéressent pas, mais parce que je préfère me concentrer généralement sur les questions gabonaises qui me semblent beaucoup plus importantes, qui ont besoin de beaucoup plus d'analyse approfondie. Ceci dit, ça n'empêche pas de pouvoir donner un mot sur la question de l'élection aux États-Unis. D'abord, on peut présenter nos félicitations aux vainqueurs. En même temps, on peut également reconnaître que les Américains ont choisi un personnage qui est quasiment à leur image. Vous parlez bien de personnage, et ça décrit bien Donald Trump dans sa truculence. Vous ne parlez pas de personnalité, mais non, je parle du personnage. Vraiment, je fais le distinguo entre la personnalité et le personnage. Quand vous regardez effectivement Donald Trump, vous voyez qu'il ressemble plus ou moins aux Américains, hein, à la grande majorité en tout cas. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont reconnus dans son profil. Ceci dit, je ne partage pas du tout l'avis de M. Nkoulou quand il parle de la gente féminine, en même temps que Hillary Clinton n'a pas été choisie parce que la Bible, etc. Non, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui peuvent justifier l'élection de Donald Trump et l'échec d'Hillary Clinton. Il y a eu beaucoup de questions au niveau des scandales, il y a son état de santé, et puis il y a aussi une lassitude des démocrates qui étaient au pouvoir depuis quasiment un bon bout de temps déjà. Donc il fallait... 8 ans, ça fait 2 mandats de 4 ans. Oui, mais pour eux c'est beaucoup. Pour eux c'est beaucoup. Comme au Gabon on peut avoir 14 ans pour un président, comme en France vous avez eu du temps de Mitterrand, 14 ans, etc. Ça faisait beaucoup. Donc pour eux, 8 ans, ce n'est pas comme chez nous au Gabon, mais dans d'autres pays. 8 ans pour eux, c'est énorme. Donc c'est normal pour qu'ils estiment que, bon, on peut peut-être passer à autre chose. Et je crois que c'était aussi un des éléments qu'on peut mettre sur la table. En ce sens que la gente féminine n'était pas le profil requis, non. Pour la simple raison, c'est que les États-Unis sont quand même bien avancés sur la question d'un certain nombre de droits de l'homme. Ils ne sont pas encore parfaits. En tout cas, ils sont bien avancés là-dessus. Ils sont bien avancés dans la politique du genre. Ils sont bien avancés dans la politique des libertés fondamentales, notamment l'acceptation de l'autre, quel que soit son genre, quel que soit son genre et quel que soit son penchant. Donc je crois que je ne mettrai pas trop l'accent sur le genre parce que je crois quand même que beaucoup de femmes aux États-Unis qui ont été des grandes baronnes, qui ont été des moins baronnes dans le sens de la gestion, qui ont été des personnes influentes, n'ont jamais démérité, pour la plupart, bien au contraire. Alors, est-ce que sur la scène internationale, le fait que Donald Trump s'est présenté à la face du monde lors de cette élection américaine comme étant le protecteur, d'abord le premier protecteur des intérêts des États-Unis d'Amérique, est-ce que le fait que Donald Trump dise qu'il veuille redonner à l'Amérique sa grandeur d'antan peut être considéré comme une forme de menace, Pascal Nkoulou? De façon générale, la politique américaine a rarement varié. Vous savez, Obama avait dit qu'il viendrait pour régler un certain nombre de problèmes au niveau de la planète. Mais on a bien vu que pendant la crise, la première réaction qu'il a eue, ça a été de renationaliser des banques. C'est-à-dire que la politique américaine vise à donner du primat aux citoyens américains, de façon générale. Mais pour ce qui est de Donald Trump, il est évident
que sa politique étrangère va varier par rapport à la politique soft de M. Barack Obama, à la politique à visage humain qu'avait M. Barack Obama, surtout en ce qui concerne le Proche-Orient, notamment dans la crise palestino-israélienne. Donc, il pourrait y avoir un certain nombre de changements. Ma question, est-ce que vous pensez qu'on aura un chef d'État américain qui pourrait lâcher du lest sur le plan international et se concentrer davantage sur le plan national? Sa préoccupation, il a montré, il a redit, ce sont les Américains qui l'intéressent. C'est l'Amérique qui l'intéresse, c'est redonner la grandeur à l'Amérique. Il est prêt à prendre certaines décisions, peut-être pas faire mettre en relief certaines politiques, comme le fameux protectionnisme des années 60-70, fortement décrié. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il estime? Il est évident que, de par sa culture, Donald Trump, c'est d'abord avant tout un businessman. Donc, il va regarder au profit des affaires. Et à ce niveau, vous savez qu'en ce moment, il y a une guerre au niveau de la volonté des différents chefs d'État au monde en ce qui concerne l'ouverture des frontières sur un certain nombre d'éléments commerciaux. Je pense que Donald Trump, qui tient compte du fait qu'aujourd'hui l'Amérique a besoin de sauver au reste du monde sur un certain nombre d'échanges commerciaux, va impulser cet élan. Seulement, à contre-bourg, ce que les autres chefs d'État demandent ne sera pas possible, c'est-à-dire de voir des produits extérieurs être versés sur le marché américain. À ce niveau, il y a effectivement une sorte de protectionnisme. Et ensuite, généralement, les facteurs qui relancent l'économie américaine, c'est souvent un peu les conflits à ciel ouvert. Et là, connaissant Donald Trump et les différentes alliances qu'il a avec notamment des lobbies importants, notamment sur la NRA et l'armée américaine, il va amplifier la présence de l'armée américaine sur des champs de guerre à l'extérieur du continent américain, simplement pour là encore affirmer la superpuissance. Donc il y aura les deux à la fois. Une sorte de protectionnisme économique, mais effectivement, l'Amérique va redevenir sous Donald Trump le gendarme du monde sur la plupart des espaces où il y a des conflits pour que l'Amérique puisse réexploiter la place qui était la sienne au niveau notamment avant qu'on ouvre des échanges. Le second tiroir de notre émission consacré aux réseaux sociaux et à ces convulsions bien sûr qui y naissent chaque jour. On avait placé, certains avaient placé des grands espoirs en Barack Obama lorsqu'il entrait à la Maison-Blanche, notamment sur le continent africain. Ensuite, on s'est rendu compte, à l'épreuve du métier sur le terrain, que les 8 ans sont passés, les 2 mandats de Barack Obama, sans que l'Afrique n'en sorte bénéficiaire des politiques américaines vis-à-vis de l'Afrique. Est-ce qu'avec Donald Trump, qui n'a rien d'africain bien sûr, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une révolution à ce niveau où il n'y a rien à attendre? Écoute, sur le plan mondial, l'Afrique, c'est 2 données essentielles, 3 à la limite. Vous avez une population faible, maintenant le monde dit qu'elle est en croissance, mais ensuite vous avez des monnaies faibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, sur le plan de la balance commerciale, c'est 3% d'échanges sur la planète. C'est vous dire que quiconque accorde de l'intérêt à l'Afrique, en fait, ne capitaliserait pas le type d'échange qu'il souhaiterait avoir. On dit aussi que c'est le continent d'avenir. Oui, on dit c'est le continent d'avenir, mais là aussi, j'allais souligner le troisième élément, c'est la faiblesse des politiques africaines pour influencer la politique géopolitique mondiale. Donc, Trump, je ne pense pas, mais il va renforcer aujourd'hui ce que les Américains ont déjà sur le continent, c'est-à-dire des pays comme l'Afrique du Sud, et d'ailleurs lui-même dans son propos tout au long de sa campagne, a cité les pays où il estimait que l'Amérique n'avait pas été à la hauteur, notamment ce qu'on appelle les pays du Maghreb, et il a regretté de ce que le décès de Kadhafi, quand on voit Kadhafi, on voit le pétrole libyen qui est aujourd'hui aux mains, un contrôleur de bandes armées, il voit tout le Maghreb, et il y a l'Afrique du Sud qui va éventuellement, donc je crois que le rapport Afrique-Amérique ne changera pas de beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, concernant la posture de Barack Obama, il faut dire très calmement et très franchement que Barack Obama n'était pas le président des Africains. Il était le président des Américains. Il était élu par les Américains sur la base d'un projet de société qui n'avait rien de priorité ou de prioritaire pour les Africains. Ce n'est pas une semblance de coloration similaire qui viendrait à pouvoir faire un parallèle en termes de sentiments ou en termes encore d'affection. Non, 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 non. Il faut dire très franchement, Barack Obama est un Américain qui était là, qui a été élu par les Américains pour servir les intérêts des Américains avant tout. Je précise, avant tout. Ceci n'empêche pas qu'il puisse avoir un caractère humain,
donc avoir une politique beaucoup plus souple, mais d'abord en faveur des Américains. Ceci étant dit, je ne pense pas que Donald Trump ira forcément à contre-pied la politique de Barack Obama, mais je pense que non seulement il va s'aligner à l'intérieur, mais il pourra même peut-être un peu durcir le ton, parce que cela entre dans la droite ligne de l'esprit même du côté partisan auquel il appartient, c'est-à-dire les républicains, qui ont souvent des lignes assez rigides quand il concerne tout ce qui est attrait aux politiques intérieures, aux politiques d'immigration, etc. Voilà, ce sont des réactions quasiment à chaud, on va dire, puisqu'il y a quelques heures seulement, Donald Trump a été officiellement élu président, 45e président des États-Unis d'Amérique. Il va donc, pour les 4 prochaines années, pour le prochain mandat, être le locataire de la Maison Blanche. Ouvrons à présent le second tiroir de notre émission, consacrée cette fois-ci aux réseaux sociaux, notamment à Facebook. Vous êtes des journalistes, personnalités politiques. On a fait le constat dans le monde que ces réseaux sociaux ont parfois été bénéfiques, notamment pour certaines populations. On se rappelle bien sûr du printemps arabe. On a bien vu ces formidables mobilisations, notamment en Égypte, à la célèbre place Tahrir. Et les réseaux sociaux avaient été un élément déclencheur dans la prise de conscience nationale égyptienne qui avait donc emmené ce mouvement qui a emporté l'ancien chef de l'État Hosni Moubarak. Mais on fait le constat, sous nos latitudes, notamment au Gabon, que les réseaux sociaux sont devenus une forme d'exécutoire. Pascal Koulou, est-ce qu'on est face à un véritable dilemme? Pour tout dire, il faut noter que premièrement les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'information élargie par Internet et par des médias alternatifs, était une excellente chose, ou reste une excellente chose. Sur le plan politique, parce qu'il fallait démystifier ce qu'on a considéré comme étant l'establishment politique. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'une décision politique va être prise, l'homme politique ne peut plus se prévaloir d'avoir le monopole de l'analyse politique. Parce qu'en quelques secondes, cette analyse, ce point peut être discuté par des milliers de personnes. Et donc, il subira l'influence de la réflexion émise par tous ceux qui concourent à l'exercice de la vie d'une nation, de façon précise. Chez nous, au Gabon, c'est un peu plus difficile. Disons de façon générale en Afrique, c'est un peu plus difficile. Pourquoi? Vous avez bien fait de citer le printemps arabe. Il y avait un objectif qu'il fallait atteindre. Il y avait un objectif de démocratisation d'une société. Il y avait un objectif de mise en valeur, à la limite, de nouvelles valeurs sociétales qui dirigeantent et organisent aujourd'hui les rapports entre citoyens et les dirigeants. Au Gabon, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'abord la construction d'un discours politique orienté ou objectif. Les hommes politiques tiennent des faits annexes et veulent, à la limite, instrumentaliser l'opinion nationale sur ces faits annexes. Nous venons de vivre une campagne électorale, je serais tenté de le dire, en dehors du candidat Ali Bongo Ondimba, qui est élu président de la République aujourd'hui, on a rarement vu ou entendu dans les discours des hommes politiques des propos ou une orientation en rapport avec les valeurs de la République gabonaise. Ces valeurs sont inscrites dans la devise de notre pays, l'union, travail, justice. Mais quel que soit le discours que vous prendrez en face, dans l'opposition, il n'y avait aucune de ces valeurs. On avait donc un discours heurté et l'opinion s'est appropriée. J'allais dire presque, on était en parler de Donald Trump, c'est-à-dire ce format à la Trump où il faut justement, comme qui dirait, émousser, jouer sur l'émotion des gens pour penser à soi sa légitimité, ce qui est une très grave erreur. Et aujourd'hui, on assiste à tous les débats. Est-ce qu'il y a donc eu une transposition du débat politique, bien sûr, naturellement, j'ai envie de dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, est-ce que la pauvreté du discours politique est à l'origine de ce qu'on observe sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment au Gabon, la pauvreté du débat, le manque d'arguments? Non, je n'aurais pas dit la pauvreté du débat concernant les réseaux sociaux parce que Internet est un outil de communication comme la radio, comme la télévision et c'est un outil performant. Et l'avantage qu'il a, c'est que, effectivement, comme l'a dit Pascal, en un clic, vous avez des milliers de personnes qui peuvent avoir accès à l'information. Donc il n'y a plus de mystification, il n'y a plus de secret. Tout est exposé sur la place publique. Donc différentes personnes, différentes sensibilités peuvent effectivement donner leur avis sous forme d'anonymat ou sous forme dévoilée. Mais ceci dit, après tout, derrière un clavier, il y a bel et bien un individu. Donc c'est un individu qui s'exprime, qu'il utilise un pseudo ou qui utilise son vrai nom, c'est une idée, c'est une personne qui saisit son information.
Au niveau du Gabon, quand on fait l'application, du moins on fait la projection sur la qualité des réseaux sociaux, la nature, etc., il faut dire une chose, c'est que l'opposition a pris une très grande avance. Et nous l'avons bien vécu pendant l'élection présidentielle, parce que pendant que nous étions à 770 profils pouvant essayer de rivaliser avec l'opposition qui était à 500, et on avait comme ceux qui avaient des gens spécialisés, formés, c'est-à-dire formatés à un discours pour pouvoir répondre, pouvoir agir, pouvoir influencer sur les réseaux sociaux. Pour cela, l'opposition a bel et bien réussi. Mais si l'opposition a réussi, ce n'est pas que l'opposition a toujours raison ou bien l'opposition est plus forte. Non. Parce que nous, les hommes du pouvoir, nous sommes faibles. Alors, ceci nous amène à pouvoir penser un tout petit peu, ou du moins se donner de manière très froide comme ça là, quel est le rôle et les uns dans l'équipe de communication du chef de l'État. C'est-à-dire, pourquoi Ali Bongo, en grande partie quand même, il faut le dire, est tiré à boulet rouge, sinon est traîné dans la boue dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, Ali Bongo, après le Gabon, souvent, parce qu'on humilie toujours notre pays. Bon, mais ce n'est pas parce que l'opposition a des arguments. Là, je rejoins Pascal, il y a une pauvreté en termes d'arguments, parce que quand vous venez répondre de manière structurée, de manière constructive, de manière positive, on vous oppose tout de suite l'injure, mais bien carabinée, bien dosée, bien frappée. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le chef d'État prenne des dispositions pour comprendre, tirer les leçons de la campagne. C'est important. D'accord, mais là, vous êtes en train de parler là de votre bord politique, vous parlez du pouvoir. Nous sommes d'abord en train d'analyser le phénomène sur un plan plus ou moins global. Vous avez évoqué un aspect très important, parce que vous êtes directeur de publication, bien sûr, donc patron d'un journal. On est tous d'accord que le 21e siècle consacre un peu l'apogée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et que ces réseaux sociaux-là sont venus bousculer jusque-là les codes qui prévalaient. On connaissait les médias traditionnels, comme on dit, la presse, la radio, la télévision. Aujourd'hui, Internet est venu révolutionner le journalisme même, la pratique du métier de journaliste. Les médias ont même dû migrer sur Internet pour continuer à exister, puisque les populations sont davantage sur Internet que devant leur chaîne de télévision. On est d'accord sur ce principe-là, mais vous êtes journaliste, on est guidé dans le métier par des fondamentaux. On juge les faits, on recoupe les informations, mais le côté pernicieux de Facebook, des réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas justement le fait qu'il y a, qu'on ait du mal à faire la différence entre l'intox et la vraie information, que tout le monde s'improvise journaliste? Est-ce que le danger n'est pas là, finalement? Non, sur les réseaux sociaux, n'y interviennent pas que les journalistes comme dans les médias traditionnels. C'est-à-dire à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, on a effectivement des journalistes professionnels, pour la plupart, qui donnent l'information. Mais sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde. Ce n'est pas réservé qu'aux journalistes. Je suis d'accord. Donc, alors, ceci étant dit, dans le cadre, pour amener la chose au niveau du Gabon, on a aujourd'hui un bicéphalisme en termes d'intervention. C'est-à-dire, soit vous êtes de l'opposition, soit vous êtes la majorité, très souvent, en plus grand nombre. Donc, dans les débats qui s'imposent, on peut constater objectivement quand même que l'opposition a pris de l'avance. Ce n'est pas un tort de le dire, puis c'est un fait. C'est-à-dire que les réseaux sociaux au Gabon sont à forte coloration, ou le ton qui est donné sur les réseaux sociaux au Gabon a forte la tonalité est très politique. Voilà, très politique. Bien sûr. Oui, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a un tel attrait au niveau des réseaux sociaux? La raison est simple. Je crois que les citoyens du 21e siècle fuient ou ne veulent pas être confisqués par ce que l'on a pendant longtemps appelé le mensonge d'État. Ce qui permet de dire on veut protéger l'opinion sur tel ou tel autre fait. Les gens veulent tout savoir et pensent être suffisamment adultes pour juger eux-mêmes de l'ensemble des conséquences d'un acte et l'interpréter, le commenter au travers de différentes situations. Bon, il faut tout de même reconnaître que les réseaux sociaux en Europe, ont connu une évolution parce qu'il y avait des groupes organisés qui avaient pour rôle fondamental de briser le silence au niveau de l'establishment politique. On a vu des médias qui se sont spécialisés, comme Mediapart, qui chaque fois qu'il y avait une information, grâce à Internet, pouvaient facilement la rendre publique, ce qui n'aurait pas été le cas si, je vais dire comme ça, le journalisme avait été resté dans son format classique.
Ça, parce qu'on sait bien que par moment, des informations ont été étouffées parce qu'estimant que c'est une information sensible qui pourrait porter atteinte à la façon dont l'État était géré. Donc, ces réseaux sociaux ont donc libéré l'information. A contrario, au Gabon et en Afrique, mais les réseaux sociaux sont justement devenus des éléments d'intoxication parce que, premièrement, la classe politique elle-même, elle est coincée entre deux étages. La plupart sont soit responsables, je veux dire, de la situation politique qu'ils souhaitent dénoncer, ou n'arrivent pas à trouver un discours susceptible de mettre en valeur leur ambition politique. Donc, ils excitent en termes d'encourager cette façon de faire qui consiste, comme vous l'avez dit, à mettre à la vindicte populaire des situations qui, généralement, se révèlent être fausses. Mais bon, puisque pour l'instant, ça permet de voiler eux-mêmes leurs actifs et leurs passifs politiques, tant mieux si l'adversaire est pris pour ce qu'il n'est pas. Donc, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus de l'intox parce que ça s'est vérifié, que ce soit au Gabon ou dans d'autres pays. Chaque fois qu'une information était régulièrement reprise sur les réseaux sociaux, à terme, on s'est rendu compte que bon, elle était fausse et qu'il n'y avait rien de fondé. Donc, Télésphore, il y a entre autres éléments qu'on observe ou faits qu'on observe sur ces réseaux sociaux, bien sûr, cette particularité qu'ont également certains à faire des montages, des vidéos, des images fausses qui sont diffusées et qui ont, dont on tente de faire le lien avec certaines affaires alors que c'est du montage. Est-ce qu'on n'est pas là finalement dans un cercle vicieux où on veut absolument formater les populations en distillant des fausses informations? Oui, le formatage, il est propice pour les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, en grande partie. Parce que, comme je le disais, on est dans un bicéphalisme politique qui s'affronte, qui s'oppose. Pourquoi l'intox prospère? C'est parce qu'à côté de l'intox, on n'a pas la capacité de donner l'information vraie. Exemple, il y a eu le scandale concernant nos confrères de la presse privée Écho du Nord. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, M. Lambert Noël Mata, a pris une décision, a fait paraître un communiqué pour expliquer un peu la nature de la situation et a fait savoir à l'opinion publique que le directeur général mis en cause a posé sa démission. Personne n'a relayé cela. Mais entre-temps, quand il s'agit de pouvoir relayer l'information de l'Écho du Nord, toute la presse, tous les gars de l'opposition ont été actifs. Mais où sont les gars du pouvoir pour également poser l'autre information qui semble être tout aussi pertinente, qui permet de recadrer ce nombre de choses? Parce que M. Lambert Noël Mata, le ministre de l'Intérieur, a rappelé les faits, il a rappelé la loi et il a fait savoir la décision qui a été prise au final. Personne n'a relayé cela. Mais tout à l'heure, vous m'avez un peu interrompu, je disais, mais que font les services chargés de cela? Parce que c'est bien beau, on nous dit à tous que la campagne est terminée. Mais très bien, la campagne est terminée. Dans ce cas-là, que ceux qui sont mandatés pour faire le job, fassent le job. Qu'ils fassent le travail de communication anormal, mais non. Pascal Koulou, vous êtes d'accord avec Télésphore Bangomo qui estime que les acteurs politiques devraient peut-être repenser leur communication, se mettre à jour et, au lieu d'être à rebours du XXIe siècle? Est-ce qu'au niveau du BDP, vous avez une équipe de communication qui vous a mis en place une page Facebook sur les réseaux sociaux, par exemple? Nous y voilà. Non, vous avez une page, vous en tant que président, oui, en tant que Pascal Koulou. Moi j'ai une page Facebook, mais comme le disait M. Télésphore Bangomo, je m'aventure de moins en moins à participer au débat parce que je note que la plupart de ceux qui écrivent ou réagissent le font avec des pseudonymes. C'est pas toujours évident de... Pascal Koulou, vous êtes... Oui, mais j'allais dire, la petite histoire du BDP, c'est qu'effectivement, s'il y a un parti politique... Barack Obama, président sortant des États-Unis, il y va souvent de son petit tweet également sur les réseaux sociaux. Mais justement, j'allais dire que Sarkozy, la culture du citoyen américain fait en sorte qu'il véhicule de l'information citoyenne. Une information qu'il veut d'abord lui-même être une information tolérante, une information différente en termes d'échange. Or, je dis ici, on n'a pas des réseaux sociaux, on a des mécanismes de propagande. Vous êtes d'accord avec nous ou vous n'êtes pas d'accord? Or, l'information, ça veut être un élément d'interpellation qui invite le citoyen à réfléchir sur des questions précises. Or, ici, il n'y a pas d'information, il y a des attaques ciblées, des attaques en ordre qui font en sorte que le citoyen ne puisse pas être capable d'avoir les éléments
qui contribuent à une prise de décision objective. Est-ce que vous parlez du pouvoir, on a quand même vu cette année ou ces deux dernières années, les communicants de la présidence d'Ali Bongo Ondimba mettre en place des outils qui ont permis aux Gabonais d'avoir une sorte d'information sur le mandat du président de la République, les différentes réalisations qui sont faites. Ça, c'est disponible ça, sur Facebook. Oui, maximum. C'est exactement ce que M. Télesport disait. Donne-moi une minute. Il disait, le gouvernement fait de la communication citoyenne. Mais ils n'ont fait que... Ils sont intervenus dans ce champ avec beaucoup de retard. Les habitudes et les pratiques des réseaux sociaux gabonais avaient suffisamment déjà pris de l'avance. Ce qui faisait en sorte que lorsque l'on avait un poste du gouvernement, on estimait que cette information n'est pas vraie et on se contentait d'aller piocher justement dans des cadres où l'information était erronée. Vous-même, en tant que journaliste, je parle là de façon générale à tout le public, on a vu toutes ces images où des gens étaient annoncés pour morts. Une semaine après, on les voyait en train de dire non, ce n'était pas moi. Mais pourtant, ils se prêtaient à des scènes où on maquillait des gens pour les faire croire qu'ils sont morts. Moi, je me souviens de ce monsieur Olomo qu'on a vu couché sur le drapeau et après que beaucoup de personnes ont annoncé comme étant décédés. Bon, quelques temps après, je le revois avec monsieur Paga en train de dire bon, et voilà un peu le type de cadre et d'espace que nous avons chez nous. C'est de la propagande, c'est-à-dire, vous êtes avec nous, on marche, vous n'êtes pas avec nous, bon, tant pis, vous êtes zoné. Ça, c'est pas de l'information. Les réseaux sociaux veulent être de l'information. Je voulais terminer en disant que vous avez cité le BDP, oui, mais je vous renvoie 8 ans, 9 ans en arrière. Le BDP, c'est justement le parti politique au Gabon qui a révélé la capacité qu'Internet avait à apporter de l'information saine aux citoyens. Des postes de M. Bengara depuis les États-Unis d'Amérique, d'ailleurs, on le faisait passer pour un cyber-opposant. Opposant. Hein, bien sûr. L'expression est restée. D'accord, mais finalement, on fait donc le constat là, que Facebook est devenu une sorte d'exécutoire. On assiste à un véritable lynchage public des personnalités politiques, du monde des arts, de la culture, des journalistes, sans que ceux qui se rendent coupables de ces menaces, de ces diffamations, de ces délations ne soient inquiétés. Est-ce qu'on n'est pas là face à une question très dangereuse, sur le temps plus qu'on sait que vous qui êtes directeur de publication, si vous faites paraître un article qui diffame, vous pouvez être face aux tribunaux, devant les tribunaux, mais Facebook aujourd'hui c'est quasiment impossible que de pouvoir rester en justice contre quelqu'un oui, qui vous aurait diffamé. Oui, c'est une des faiblesses de notre système de fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise un outil où tout le monde peut dire n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. La personne n'est nullement inquiétée. Moi, j'étais en procès avec M. Vivien Amos Péa parce qu'il m'avait porté plainte en France en disant que je l'avais diffamé par voie numérique parce que j'avais dit qu'il avait appris à manger le beurre en plaques et le nido entrant avec le pouvoir. Il m'a porté plainte. Il a perdu le procès. Mais en France, il a perdu le procès. Mais ici au Gabon, vous ne pouvez porter plainte à personne. Mais par contre, une chose, que le pouvoir, je ne sais pas pourquoi il ne l'exerce pas, le pouvoir peut décider de porter plainte en France, puisque ceux qui advancent à l'étranger. Ceux qui agissent sur les réseaux sociaux, pour la plupart, agissent à l'étranger. Donc on peut bien les retracer. On peut les retracer et puis coller une plainte. Mais ils ne l'ont jamais fait. Lorsqu'on a eu des gens qui ont fait des vidéos, ces personnes sont connues. Elles ont fait des vidéos, elles ont fait des déclarations mensongères, tapageuses, injurieuses, médisantes. Personne n'a bougé du côté du pouvoir pour dire « Bon, maintenant ça suffit, on va ester la personne en justice. » Donner un exemple. Personne. Au contraire, on envoie des émissaires en France pour aller calmer les gens avec de l'argent. Ce n'est pas ça la solution. Il faut stopper ces méthodes-là qui ne sont pas bonnes. Il faut les stopper. Si les gens de l'opposition, effectivement, excellent dans la manipulation, excellent dans le trucage de l'image, excellent dans l'intox, mais de notre côté, quelle est la réflexion que nous menons? Derrière là-bas, ce sont des gens qui sont dans l'opposition. J'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Si c'est la manière de faire la politique, on la regrette tous, mais au moins, on peut utiliser les armes qu'ils utilisent. Nous, de notre côté, qui soutenons le pouvoir, on doit également être actifs. Mais encore une fois de plus, faut-il quand même que les personnes qui sont habilitées, ou du moins mandatées, ou qui sont payées pour faire ce travail-là, mais ces personnes le fassent. Et qu'elles le fassent.
À la présidence, il y a des équipes de communication, elles doivent faire leur travail. Chez Paul Kagame, au Rwanda, il y a une centaine de gens à la présidence qui sont payés uniquement pour répondre sur les réseaux sociaux. D'accord, là, vous parlez de la présidence, vous parlez des acteurs politiques, mais il n'y a pas que les politiques qui vont sur les réseaux sociaux. Il y a des milliers de personnes qui y vont, il y a des citoyens lambda, des personnes anonymes qui vont également sur Internet, qui peuvent se faire diffamer. À partir de ce moment-là, que doit-on faire? On sait qu'en France, il y a la loi Hadopi qui existe et qui régule un peu ce domaine-là. Pascal Koulou, doit-on légiférer? Le gouvernement devrait-il se saisir de cette question pour mettre de l'ordre dans l'affaire? Je crois que la déontologie, en ce qui concerne le journaliste, dit qu'il faut une éthique. De façon générale, il n'y a pas de liberté qui ne puisse pas être normée. Sinon, on va dans le désordre le plus absolu. Et lorsque il y a eu ce qui est considéré aujourd'hui comme étant un nouveau fléau transfrontalier, notamment le terrorisme, certains États ont dû prendre des mesures strictes pour normer les réseaux sociaux. Parce que beaucoup d'organismes terroristes se servent des réseaux sociaux pour véhiculer des informations, pour recruter. Et vous savez, aujourd'hui, comme le disait M. Telesphore Ngomo, si on observe que dans votre page Facebook ou autre, où il y a un certain nombre d'éléments qui tendent vers le terrorisme, les autorités publiques chargées de réguler ce secteur vous interpellent. Je pense donc en ce qui concerne notre pays, il faut que nos compatriotes comprennent qu'il n'y a pas de liberté qui ne puisse pas être normée. Ce n'est pas utile, ou ça ne sert pas, c'est contre-productif pour la République de 1. De 2, le fait est essentiellement politique. Le fait, chez nous, est essentiellement politique dans la mesure où cela sert une mauvaise propagande. On ne construit pas l'esprit citoyen, on construit la haine. Ces 3 dernières années, par les réseaux sociaux, le seul élément productif que nous avons, mais qui est un élément destructeur, c'est la haine qui est née dans le cœur des Gabonais. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont vus être diffamés à tort sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont été pratiquement crucifiés. On a vu des gens qui disaient, comme ça, sans avoir besoin d'être inquiétés, on aura ta peau, on va te tuer, tu seras brûlé vif. Bon, vous savez ces choses, si vous le dites à un autre citoyen, il a le droit de vous porter plainte parce que la loi l'interdit. La loi interdit la diffamation, la loi interdit les jeux publics, mais sur les réseaux sociaux, il y a un vide total. Donc forcément, que les citoyens qui ne se reconnaissent pas dans ces pratiques puissent être protégés. Et que ceux qui veulent s'y exercer le fassent, mais à condition qu'ils aient des normes à ne pas franchir. Sinon, on ira des réseaux sociaux aux actes physiques sans que personne ne trouve rien à redire. Les réseaux sociaux paraissent comme une forme de préméditation. Vous avez parlé du printemps arabe, c'est un mécanisme de mobilisation sur des causes bien précises. Ça peut également être un mécanisme d'engagement. C'est d'ailleurs pour ça que concernant le terrorisme, il y a de plus en plus de mesures strictes pour contenir tous ceux qui se servent des réseaux sociaux pour véhiculer des images. Or, bon, écoutez, la dernière image qui fait le buzz en ce moment, c'est celle de cet ancien député. Moi, je voudrais bien voir sa réaction parce qu'ils ont été à l'origine de ce type d'utilisation d'images et de films sur les réseaux sociaux. Comme le disait M. Telesphore, toute image fausse du pouvoir était volontairement grossie pour servir cette situation de rupture de lien organique entre le chef de l'État et les citoyens. Aujourd'hui, on voit que personne n'est à l'abri d'une image qui peut circuler sur Internet. Il faut normer. Je crois que ça ne sert personne que ce type de choses en viennent à se savoir. Cet homme, visiblement, je pense que toute sa vie est brisée. Si nous étions dans un format politique à la Donald Trump, je crois qu'on l'aurait vu, certaines télévisions diffuser cette vidéo. Il faut que ça cesse parce que personne n'y gagne. Non, mais j'aimerais quand même rajouter un élément par rapport à ce que Pascal a dit qui est important. C'est la question d'un travail de réflexion et surtout légiférer pour que cette question des réseaux sociaux trouve effectivement un cadre, un format républicain, légal et correct. Moi, je me pose la question du rôle et du fonctionnement du CNC. Voici l'organe de régulation qui ne fait aucun travail toute l'année, mais quand c'est pour taper sur les journaux, on le voit très bien. Non, ils ont également pour mission de réfléchir sur ces éléments-là. Parce qu'ils sont nommés pour faire ce travail-là. On ne paye pas les gens n'importe quoi dans ce pays-là. Il faut que les gens maintenant commencent à travailler sérieusement. Autant j'ai critiqué l'équipe de communication du président de la République, et également celle du gouvernement, mais je critique également les organes constitutionnels qui ne font pas leur travail. Le CNC a pour mission également de réfléchir sur ces problématiques-là.
Il y a aujourd'hui des journaux, par exemple, pour revenir un peu sur le format ancien, des journaux qui semblent avoir l'immunité de censure. L'immunité de censure. Ils peuvent insulter la Cour constitutionnelle, ils peuvent insulter Mme Borantou, ils peuvent insulter n'importe qui, n'importe comment, à tout moment, et ils ne sont jamais censurés. Mais par contre, pour peu qu'on dise un mot de travers sur une personne qu'on affectionne, on suspend le journal. Non, il faut que ça cesse maintenant. On vient de commencer un nouveau septennat, il faut qu'on parte sur de bonnes bases. C'est pourquoi je suis un petit peu en colère, parce que quand je vois les risques que nous avons courus pendant toute la campagne présidentielle, et pour voir comment on est en train de foutre en l'air tout le travail qui a été fait, je ne peux pas être content de cela. Surtout te dire, il faut un travail de fond. Il faut qu'on mette désormais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quelqu'un ne fait pas son travail, mais on l'enlève. D'autres pays ont réussi comme ça. Je vous dis, je suis rentré du Rwanda il y a quelques jours, je ne pouvais pas imaginer qu'un tel pays qui n'a aucune richesse en réalité soit autant développé, avec des mécanismes de fonctionnement, le respect de l'individu citoyen. On ne dit pas n'importe quoi là-bas. Quelque chose de correct, de propre. Non, on peut également faire ça chez nous. Est-ce que ce sera, c'est pas une forme de coup de pied, un coup d'épée dans l'eau, justement, quand on sait que vous qui travaillez dans des journaux, j'ai dit, vous êtes directeur de publication, il y a certains de vos journalistes qui écrivent sous l'anonymat. On est bien d'accord? Je me refuse dans ma rédaction. Non. D'accord. C'est pourquoi même quand j'ai... La plupart des titres qui sont dans les kiosques, les titres gabonais, j'ai envie de dire, qui sont dans les kiosques, les journalistes qui travaillent dans ces rédactions, dans ces journaux, écrivent sous le sceau de l'anonymat. Alors, sur Facebook, il y a également des milliers de personnes qui ont des faux profils. Est-ce que c'est facile de... Monsieur Pombo, c'est très facile de retracer quelqu'un. Sur Internet, c'est même la chose la plus facile d'ailleurs. À travers une adresse IP, on suit de compte en compte. Ce qui est bien avec Internet, c'est qu'on peut tout suivre. On a vu, d'ailleurs, un certain nombre d'éléments. Durant la campagne, j'ai pu découvrir de manière beaucoup plus approfondie comment fonctionnait le suivi des adresses IP, comment on pouvait détecter l'adresse de quelqu'un qui pouvait faire quelque chose aux États-Unis, en Alabama, etc. C'est possible. Internet est la chose la plus facile pour tracer quelqu'un. Mais encore une fois de plus, il faut normer cela, il faut légiférer. Il faut normer, il faut légiférer. Vous voyez? C'est un travail qu'il y a à faire. Et puis, j'ai envie de dire, il faut s'offrir ce challenge-là. C'est un effort qu'on demande un peu aux gens qui sont habitués au bon confort habituel de lire l'Union le matin et puis rentrer au bureau chez soi le soir. Non, il faut que les gens commencent à plancher sérieusement sur des éléments tels que les réseaux sociaux qui commencent à poser des dégâts parce que qu'on ne se méprenne pas. Pascal l'a rappelé, et là je confirme encore ce qu'il dit, ce sont des prémices souvent. Ce sont des prémices. Et puis il y a aussi une question de moralité, une question d'éducation. Quand on voit autant de violence, autant de haine, autant d'injures, mais cela reflète quelque chose. Il faut analyser le fond. Il y a d'abord un mécontentement qu'on ne peut pas nier, parce que le fait est là. Une liberté qui s'exprime de manière démesurée, donc on rentre dans le liberticide maintenant, une liberté assassine. Ensuite, il y a également la question de la responsabilité des uns et des autres. M. Nkoulou l'a évoqué. Comment peut-on encore accepter au niveau du Gabon un ancien ministre de la République qui se, permettez-moi l'expression, qui se touche le zizi? C'est filmé, les gens voient cela. On a un ancien député qui a un tel comportement. Demain, il viendra encore parler devant les gens, on devra l'écouter. Non, je crois qu'à un moment donné aussi, il faut que l'action de la moralité soit mise à l'ordre du jour. On ne peut plus faire dans notre pays. Dans notre pays, vous arrêtez la politique tout de suite. Au Gabon, on tolère cela. Quelqu'un a passé 30 ans, 20 ans, 10 ans à voler de l'argent au Gabon, il va venir se passer, parce qu'il tient un discours acerbe contre le pouvoir, bien contre Ali Bongo, on va l'applaudir. Il faut stopper ces comportements-là. Ce ne sont pas des comportements corrects, ce ne sont pas des comportements justes. On peut reprocher beaucoup de choses au pouvoir, oui, mais qu'on soit déjà soi-même irréprochable. Concernant ces comportements, je dis bien 3 choses. 1, il faut les gens pour réagir, parce qu'il faut apporter la bonne information. On peut réagir sans insulter, sans médire. On peut apporter la bonne information et la matraquer au maximum pour que les gens comprennent que celui qui a menti est là-bas. Il soit moins crédible. Et il va commencer à faire attention à ce qu'il dit. Deuxièmement, il faut légiférer pour recadrer un certain nombre de choses. Et troisièmement, il faut à un moment donné qu'on puisse passer l'éducation, la formation au centre. Parce que trop d'injures, trop de comportements immoraux entraînent toutes les dérives que nous voyons aujourd'hui sur Internet. Mais quelle est la dignité d'un homme que ces enfants voient complètement dénudés, en train de faire des cochonneries sur Internet? Mais comment il peut encore parler à ces enfants, ce monsieur-là?
j'aurais eu honte de mon père s'il avait fait des actes. Alors, ce qu'on observe aujourd'hui, Pascal Nkoulou, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de revers de la médaille, le côté sombre des nouvelles technologies de l'information, de la communication? Autant on a vanté ces nouvelles technologies qui ont révolutionné le monde, qui ont dopé même l'économie, mais est-ce que ce ne sont pas là les limites? Non, je ne le pense pas. Vous savez ce qu'on dit? On dit qu'un médicament, les mains d'un médecin soigne. Le même médicament dans des mains inexpertes vous tue. Je crois que c'est exactement la conséquence qu'il y a avec les réseaux sociaux. Monsieur Télésphore Bamungomo l'a si bien dit. Vous savez, on ne peut pas tout mettre sous le dos de la politique. À un moment donné, il n'y a pas que la politique qui a la nation. C'est vrai qu'il faut des hommes politiques, il faut des réflexions politiques, mais la politique n'est qu'un des ponts de la vie en société. Il y a d'autres valeurs. Et ces valeurs, lorsqu'on arrive à ne plus les considérer et qu'on fait fi de tout ce qu'il y a comme culture, vous savez, moi je suis toujours très gêné. Quand je vois des jeunes qui traitent de tous les noms, des personnes plus âgées qu'eux, ou qui se permettent, avec une aisance particulière, de confirmer un mensonge quand ils savent bien que ce qu'ils disent est faux. Je suis totalement outré, vraiment complètement outré. Parce qu'il y a une question de responsabilité citoyenne. Il y a un besoin d'être en harmonie avec sa propre conscience. Or, ce que nous avons au Gabon en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est que personne ne veut être responsable. L'essentiel, c'est de dire des choses. Tant pis si ça blesse, tant pis si ça heurte. Moi, je l'ai dit et je n'assume rien du tout. On ne peut pas construire un univers que l'on veut sain avec des gens qui ne veulent absolument rien assumer. C'est en cela que je suis encore d'accord avec M. Télésphore Bongom quand il dit il faut que le chef de l'État et l'ensemble des institutions autour qui ont la responsabilité de conduire le pays commencent à prendre des mesures. Parce que, comme on le dit, qui a le droit de mettre une vidéo concernant quelqu'un d'autre sur la place publique? Comment l'avez-vous eu? Il y a des intentions de nuire, des intentions de porter atteinte à l'indignité d'un individu. Et cet homme, il a une famille, il a une vie. Alors, lorsque vous publiez un tel document, l'objectif avéré, c'est de porter atteinte. Or, est-ce que vous l'auriez fait dans un autre contexte avec une cassette ordinaire? Tout de suite, la loi vous frapperait et tout le monde s'abstiendrait. Or, pourquoi permettre une telle attitude sur les réseaux sociaux et on va se satisfaire en disant, bon, comme il est de l'opposition, ah, c'est bien, oh, on l'a vu dans telle tenue, ah, regarde, non. Il faut que les uns les autres soient responsables. Je ne souhaite pas que ce type de choses se reproduisent, mais de plus en plus, il y a une responsabilité individuelle que nous devons tous pouvoir assumer. Parce que, comme on dit, il y a le retour du bâton. Et ce qui est arrivé à ces députés, ce qui est arrivé à beaucoup d'autres personnes, c'est effectivement le fait qu'ils se sont pendant longtemps contentés des mensonges, des montages, des éléments grossiers sur Internet, pensant sur un discours politique. Alors, essayer d'analyser le silence, doit-on parler, j'ai envie de dire, de silence coupable, enfin des silences coupables de la part du gouvernement face à ces dérives? Monsieur Pombo, c'est de l'incompétence, pas le silence, c'est de l'incompétence. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Vous savez, on me reproche souvent de dire des choses franchement. Mais je ne peux pas estimer que si j'aime mon pays, si j'aime les gens que je soutiens, je ne dois pas leur dire, je ne dois leur dire pas la vérité. Je serais dans un grossier mensonge personnel qui me tuerait plus qu'autre chose. Je serais en train de consommer mon propre poison. Il faut dire des choses très franchement. Il y a des gens qui ne sont pas du tout à leur place. Parce que si elles étaient à leur place, elles auraient fait le travail comme cela se doit. On n'aurait pas connu autant de dérives. Autant de dérives. Je ne sais pas s'il y a un chef d'État au monde entier qui a connu toutes les humiliations sur les réseaux sociaux tels qu'Ali Bongo. Je ne sais pas. De fait, je sors par là. Un journaliste camerounais arrive au Gabon. Il lit la presse écrite. Il demande, mais enfin, et votre président accepte qu'on écrit des choses sur lui? J'ai dit, ben oui. Il dit, mais chez Paul Biya, mais tu ne peux même pas d'abord penser à ça. Deuxième cas, au Rwanda. Un ami regarde ce qui se passe sur Facebook. Lui qui a connu le génocide parce que sa mère a été découpée à la machette. Il me pose la question, mais quand celui écrit là que non, on va vous tuer, on va vous éliminer, et il a vu la vidéo sur les cafards, il dit, mais il n'a pas été condamné. Je dis, non, il n'a pas été condamné. Au contraire même, il est même candidat à l'élection présidentielle, il fait même la politique. Vous voyez, il ne comprenait pas en fait. Il disait, mais vous vivez dans quel monde en fait la réalité? Et puis on nous dit que votre président était un dictateur. Mais non. Vous voyez, je veux dire que le chef de l'État a aussi sa part de responsabilité dans cette affaire-là. En disant, si vous faites encore les erreurs de casting, si vous avez encore une erreur en termes de méthode de gouvernement,
Monsieur Pambo, vous monterez, vous descendez, 2022 là, 2023 là, nous trouvons encore comme ça nous a trouvé en 2016. C'est-à-dire avec d'énormes difficultés. Le ministre de la Communication doit être interpellé, il doit mettre ses services au travail, le Conseil national de la communication doit être interpellé, il doit mettre ses services au travail, l'agence de régulation, l'ARCEP, doit être interpellée, la NINF doit être interpellée, j'ai envie de dire même également, le Parlement doit être interpellé, et après, la Cour constitutionnelle également, sur ces questions-là, parce que ce sont des questions importantes. Un pays peut être déstabilisé à partir des réseaux sociaux. C'est-à-dire, les informations graves peuvent circuler, et puis on déstabilise. On a fait la remarque ici, que non, le pouvoir avait coupé Internet pendant la période électorale. Mais c'est normal. L'intérêt supérieur de la sécurité du pays était mise en danger, parce qu'il y avait des informations à caractère terroriste qui circulaient pour déstabiliser le pays. Mais il faut quand même faire la part des choses. Il a fallu couper ces réseaux sociaux pour qu'à un moment donné, on puisse retrouver le calme dont on peut bénéficier aujourd'hui. Bon, j'ai envie de dire, monsieur Pambo, pour sortir par là, c'est une question d'incompétence. Si les gens étaient compétents, ils feraient le travail. C'est un travail difficile, un travail pénible, mais c'est un travail nécessaire et utile pour la République. Pascal Koulou, ce jeudi 10 novembre, le Premier ministre, chef de gouvernement, Emmanuel Issou-Zengondé, fera donc sa déclaration de politique générale devant le Parlement, notamment l'Assemblée nationale. Ce serait lire dans le Noir Café que de penser que le Premier ministre pourrait évoquer cette question relative à la régulation d'informations sur les réseaux sociaux. Mais, écoute, je pense que le Premier ministre, après la campagne que les Gabonais viennent de vivre, celle de 2016, on sait de façon logique et avec beaucoup de pertinence que les réseaux sociaux au Gabon constituent une dérive grave. Ouais. Parce que comme on l'a constaté, des personnalités politiques ont été vilipendées sur la place publique, ont été appelés au lynchage public. Oui, j'en fais partie. C'est pour ça que j'en parle pas beaucoup, parce qu'après on dira, bon, il se passe bien. Non, je pense qu'il faut prendre des mesures qui s'imposent. Des pays de grande liberté comme la France ont su normer aujourd'hui les réseaux sociaux pour que des informations contraires à l'éthique et à la morale puissent être éliminées, pour que des informations qui portent atteinte à la sécurité de l'État puissent être éliminées en termes de contrôle et de suivi, et afin que ceux qui sont auteurs de ce type de posts et de messages en répondent. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer le réseau, mais en fait ça va amener à la responsabilité individuelle. Celui qui émet un message ou poste une image doit pouvoir l'assumer. Et c'est pour cela, vous voyez que chaque fois, les responsables en termes de ceux qui sont détenteurs des moteurs de cet Internet mettent jour, Pascal Koulou a publié une image de Télésport au Bamongomo. Parce qu'ils savent que je n'en suis pas responsable, mais que l'image vient de Télésport au Bamongomo. Pascal Koulou a commenté une photo de... Parce qu'il faut toujours retracer. Or, nous ne pouvons pas utiliser un tel outil sans qu'il y ait des normes dans notre pays. Ça va faire en sorte que quand on appelle à lapider quelqu'un, quand on appelle à tuer un homme, c'est des faits excessivement graves. Vous ne pouvez pas le dire dans une place publique au cours d'un meeting, mais vous avez la liberté de dire, bon, il faudrait que telle personne soit lynchée, on aura la peau de tel autre. C'est des appels au meurtre. Et l'État, la loi les condamne. Donc, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Vous savez, un fait comme cela, lorsque ces faits ne sont pas rapidement normés et qu'il y a une possibilité que ceux qui se montrent ouverts sur ces faits soient préjudiciables, ça ouvre la porte à des dérives. Les gens seront, en rentrant chez eux, lapidés, mais comme il le disait, je voudrais m'arrêter par là. Vous savez, lorsque l'on poste sur Facebook en disant « le président de l'Assemblée nationale a démissionné », est-ce que vous voyez l'incident psychologique ça sur les partisans d'un candidat? Lorsqu'on poste en disant « le chef d'état-major de l'armée, des armées du Gabon a démissionné » et qu'il aurait dit ceci, et de façon tout à fait impunie. Donc on instrumentalise des gens en armes qui sont dans la rue pour faire la sécurité en disant « mais vous êtes là, votre chef d'état-major, lui, a démissionné ». Vous voyez, donc on crée des situations de psychose susceptibles d'arriver à des engrenages que personne ne contrôlerait. Donc, une escalade de violence, il faut donc qu'il y ait des normes. Moi, je suis pour que le ministre de la Communication, un peu comme Télésport l'a dit, le président de la République ordonne au Premier ministre, peut-être qu'il ne le dira pas demain, mais il nous a déjà donné un peu son agenda, mais nous l'interpellons sur ces faits pour dire que nous sommes dans un État moderne, il faut qu'il y ait des réactions rapides et vigilantes sur des faits sociaux importants.
Les réseaux sociaux en sont un. Il faut agir. Alors, moi j'aimerais dire, oui, mon mot de la fin, d'abord merci de nous avoir invités pour parler d'un sujet aussi important que déterminant pour l'avenir de notre pays, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte, une question d'éducation, de formation, de sécurité, et j'ai envie de dire qu'il faut, des équipes réactives pour pouvoir apporter la bonne information, et cela incombe aux équipes du service de communication de la présidence et du gouvernement. Il faut après légiférer, faire un travail de fond. Ça incombe au CNC, qui est l'organe régulateur. Ce n'est pas tout simplement de suspendre les journaux pour suspendre. Il faut suspendre, il faut également faire un travail de réflexion. C'est là aussi on les attend. C'est là aussi on les attend. Il y a également un travail d'éducation et de formation qui interpelle les uns les autres. Et là, cela va de la responsabilité du gouvernement, où il faut mener une vraie réflexion sur la question de l'éducation et de formation des individus. Parce qu'on ne peut pas comme ça là insulter une mère de famille, insulter un père de famille, sans état d'âme, sans regret, sans gêne. Vous voyez, il y a également ces éléments de force qu'il faut mettre en avant. Et pour conclure, M. Pambo, pour conclure, moi j'aimerais dire qu'on ne devrait pas offrir l'immunité de sanction aux gens. Il faut que les gens, lorsqu'ils posent un acte, ils soient sanctionnés. Surtout quand l'acte porte atteinte à la dignité de quelqu'un, ou on jette l'honneur à la dignité de quelqu'un en pâture. La personne doit quand même répondre. Aujourd'hui, on a des gens comme Jonas Boulenda qui insultent à tout va. Mais ils ne sont nullement suspendus, ils sont nullement inquiétés, ils continuent à faire leur vie normale en France. Il insulte sur Internet, il insulte dans son papier journal, École du Nord, qu'on peut interpeller. Comme j'ai été suspendu pendant 6 mois. Monsieur Le Douglouk vient encore d'être suspendu également. D'autres journaux ont été suspendus. Mais on a l'impression qu'il y a aujourd'hui une immunité qui est offerte à certains de pouvoir dire tout et n'importe quoi. Moi, je considère que c'est pourquoi je ne lâcherai pas mon procès avec le CNC. Parce que je considère que je suis contre les injustices. On peut être, avec le pouvoir, avoir des valeurs. C'est ce qu'on nous reproche souvent. On dit non, mais quand il rentre dans le pouvoir, il perd ses valeurs. Non, non, non. Moi, je rentre dans le pouvoir. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Merci, M. Pambo. Merci, Télésphore Bamgoro. Merci à Pascal Okoulou. Merci donc à tous les deux d'être venus là sur le plateau de l'édition spéciale. Nous avons donc abordé cette actualité relative notamment à l'élection présidentielle américaine qui a vu la victoire de Donald Trump, qui devient donc le 45e président des États-Unis d'Amérique. Et ensuite, on a ouvert le second tiroir de notre émission consacrée aux réseaux sociaux et Facebook qui semble devenir un cocktail explosif. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée.